Bonjour tout le monde. Dans la série de préparation Résidana Tlemcen et Oran, on commence avec module d'hématologie. Donc les cours de Résidana sont communs entre Tlemcen et Oran. Nous avons l'anémie, lymphome de Hodgkin, conduite à tenir devant une adénopathie, myélome multiple, leucémie lymphoïde chronique, purpura thrombopénique idiopathique, hémophilie, transfusion sanguine, hémostase, et aussi le fer et les groupes sanguins. Là sont tous les cours concernant la médecine et la biologie et sont classés par ordre d'importance en fonction d'analyse des résidana précédents. Bon, il y a des terminologies essentielles en hématologie à savoir. Le sang est composé, comme vous le savez, des hématies qui sont les globules rouges, des leucocytes qui sont les globules blancs et les thrombocytes qui sont les plaquettes. Bon, l'hématopoïèse, voilà un résumé de l'hématopoïèse. Nous avons les cellules souches myéloïdes qui vont donner les érythroblastes et puis les érythrocytes. Nous avons aussi les myéloblastes qui vont donner les granulocytes et les monoblastes qui vont donner les monocytes. Et enfin, les cellules souches lymphoïdes vont se transformer en lymphoblastes et enfin en lymphocytes. Comme vous savez, l'érythropoïèse commence au niveau de la moelle osseuse rouge. Ils vont donner des cellules souches hématopoïétiques et avec plusieurs divisions, ils vont se transformer enfin en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes. Bon, la lignée érythroblastique, il faut savoir qu'après plusieurs divisions, avant d'arriver à l'hématie mature, nous avons la réticulocyte, qui sont des hématies immatures issues de la moelle osseuse qui persistent dans le sang pendant 1 à 3 jours avant de devenir des hématies. L'hémoglobine, la structure d'hémoglobine, euh, elle est constituée de globules rouges qui vont former l'AM, molécule de l'hémoglobine, et le fer, AM de groupe B, exemple, et le fer. Donc, il faut savoir que les vitamines B9 et B12 rentrent dans la constitution de l'ADN de globules rouges et le fer se lie avec l'âme pour former l'hémoglobine. Donc, parmi les pathologies de globules rouges, nous avons soit diminution des globules rouges qui va donner par la suite l'anémie, soit augmentation des globules rouges qui va donner la maladie ou le polyglobulie de Vages. Donc, dans les cours de Risdana, il y a tous les types d'anémie qu'on va voir prochainement. Les globules blancs, qui sont appelés aussi leucocytes, nous avons deux types. Nous avons les granulocytes. Nous avons 3 sous-types de granulocytes, les éosinophiles, les basophiles et les neutrophiles. Et nous avons les agranulocytes, qui sont les lymphocytes B et T et les monocytes. Pour avoir une idée sur ces sous-types de leucocytes, nous avons le neutrophile qui rentre dans la participation de la réaction inflammatoire, phagocytose des débris et toxines bactériennes. Eosinophiles, particulièrement, on les trouve en cas de parasitose intestinale, inactivation de cellules substances reliées à la réaction inflammatoire. Les basophiles, en cas de libération de l'histamine qui augmente la réaction inflammatoire, se transforment en mastocytes. Les lymphocytes, nous avons lymphocytes T et B. Lymphocytes T attaquent direct des cellules du non-soi. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes pour la production d'anticorps. Les monocytes se transforment en macrophages pour la phagocytose du complexe humain. Pour tout ce qui est pathologie des globules blancs, soit nous avons une diminution de globules blancs, on trouve leucopénie, lymphopénie, neutropénie, soit une augmentation, hyperleucocytose, hyperlymphocytose, LLC, LMC, qui sont des cours qui rentrent dans les cours de Risdana. Concernant les pathologies des plaquettes, nous avons soit une diminution nommée thrombopénie, comme le cas du purpura thrombopénique idiopathique au PTAI, ou augmentation nommée la thrombocytose. Le système lymphatique est une partie très intéressante du système immunitaire du corps humain. Donc, nous avons plusieurs organes dans le système lymphatique, parmi eux le thymus, euh, l'appendice et plusieurs autres, les amygdales, etc.
Donc, nous avons le cours de conduite à tenir devant une adénopathie et aussi l'info de Hodgkin. Juste une idée sur le myélome multiple qu'on va voir plus tard. Là, c'est un moelle osseuse saine. Nous avons des globules rouges, plasmocytes et globules blancs. En cas des myélomes, on trouve le nombre de plasmocytes envahissement, le nombre de plasmocytes qui est augmenté. Et on trouve les anticorps anormaux et des anticorps normaux. Un petit rappel sur l'hémostase primaire. L'hémostase primaire, le lien entre l'hémostase primaire et secondaire, nous avons quand on a une plaie vasculaire, il y aura une adhésion des plaquettes, à la suite agrégation plaquettaire réversible qu'on appelle le clou, après agrégation plaquettaire irréversible qu'on appelle le caillot. Par la suite, nous avons activation du facteur 12 qui va activer la voie endogène et après la formation de thrombine et fibrine. Et l'autre voie, qui est débutée par la libération de facteurs tissulaires, ce qu'on appelle la voie exogène, et la formation de thrombine et la fibrine par la suite. Donc voici un schéma qui est très démonstratif des deux voies. Nous avons la voie, là en rose, c'est le TCA, c'est voie du contact. C'est la voie endogène. On a le facteur 12 qu'on voyait, le facteur 11, le facteur 9, le facteur 8. Le voie du facteur tissulaire qui est convoyé ici, la voie exogène. Nous avons le facteur tissulaire et le facteur 7A. Et en commun, là, voilà, ce qui est au milieu, là en vert, c'est le temps de QI qui explore la voie exogène, et TCA qui explore la voie endogène, et tout ce qui est au milieu qui explore les deux voies, le facteur 10, le facteur 5 et la thrombine. Donc, pour résumer, ce tableau résume toutes les hémostases primaires. Exploration de l'hémostase. Nous avons l'hémostase primaire, numération plaquettaire et temps de saignement. Euh, Ça, c'est les tests d'orientation. Tests complémentaires, nous avons dosage du facteur de Villebrand, agrégation plaquettaire. Coagulation intrinsèque, nous avons le TCA. Dosage des facteurs 8, 9, 11 et 12. Coagulation extrinsèque, ce qu'on appelle TQ, dosage du facteur 7, et la voie commune, TCA et TQ, nous avons le dosage des facteurs 2, 5 et 10. Fibrinoformation, nous avons TCA, TQ, fibrinogène, taux de thrombine, taux de reptilase et le dosage de facteur 13. Donc, conduite à tenir devant TCA allongé. Euh, Si nous avons un TCA qui est augmenté ou allongé, il faut explorer le temps de Quick. Voilà, si le temps de Quick est augmenté, il faut penser à des troubles des voies communes, troubles combinés des voies intrinsèques et extrinsèques qu'on trouve en cas de toxicité des rodenticides, carence en vitamine K ou antagonistes. Comme vous savez, les facteurs de coagulation sont fabriqués par le foie. En cas de CIVD, déficit en facteurs de la voie commune, dosage excessif de l'héparinothérapie, cause iatrogène, dégranulation des mastocytes. En cas de DQ normal, il faut penser à des troubles des voies intrinsèques comme l'hémophilie A, facteur 8, l'hémophilie B, facteur 9, l'hémophilie C, facteur 11, déficit de facteur 12, pas de trouble de saignement associé. En cas de TCA normal, il faut aussi doser le TQ. En cas où il est augmenté, il faut penser à des troubles des voies extrinsèques. En cas de toxicité précoce de rodenticides, déficit en facteur 7, carence en vitamine K et antagoniste. Et si le TQ est normal, pas de trouble de la coagulation dû à un déficit de facteurs de coagulation, envisagez un trouble hémorragique primaire comme les plaquettes, facteurs de Von Willebrand et troubles vasculaires. Les facteurs vitamine K dépendants, il faut se rappeler avec cette date, 2097, 2, 2000 c'est facteur 2, 0 c'est facteur 10, facteur 9 et facteur 7.
Voici la conduite à tenir, stratégie diagnostique devant un allongement de TQ. Donc si on a un TQ allongé, absence il faut s'assurer qu'il y ait absence d'erreur préanalytique ou analytique, pas de traitement mentionné par AVK et les anticoagulants oraux directs. Si le TCA est normal, il faut voir les facteurs 2, fibrinogènes facteurs 2, 5, 7 et ou 10. Si le fibrinogène facteur 2, 5 et 7 sont plus ou moins diminués, c'est une insuffisance hépatocellulaire. S'ils sont normaux, si le fibrinogène facteur 5 sont normaux et 2 et 7 sont diminués, plus ou moins diminués, hypovitaminose K. Si le facteur 5 et 2 et 10 sont normaux et 7 seulement est diminué, il faut penser à une induction antivitamine K, début de carence en vitamine K, au déficit isolé en 7, congénital ou acquis. Si le TCA est allongé, il faut penser à un traitement aux anticoagulants avec A ou AOD. Si présence, pas d'exploration du TP ou du TCA. Si absence, il faut doser le fibrinogène facteur 2, 5 et 10. S'ils sont normaux, il faut penser aux anticoagulants circulants, déficit isolé en 2, 5 ou 10, congénital ou acquis, anticorps, antifacteurs, fibrinogène et 5 normaux, 2 et 10, hypovitaminose K, facteur 7 et 9, fibrinogène 5 et 2 et 10 diminués, CIVD, fibrogénolyse, hémodilution, insuffisance hépatocellulaire. Donc, parmi les troubles de l'hémostase, nous avons l'hémophilie qu'on va voir plus tard. Arrivons à une partie très intéressante. Il faut savoir que les résidents précédents, pratiquement, les concours de résidents précédents, il y avait pratiquement dans tous les résidents une question d'anémie. Donc, il faut bien avoir l'anémie en tête avant de passer le concours. Pour diagnostiquer une anémie, il y a 3 étapes. Il faut poser la première question, est-ce que c'est une anémie? En répondant à cette question, il faut voir les chiffres d'hémoglobine. Si elle est inférieure à 12 chez la femme, inférieure à 13 grammes par décilitre chez l'homme. La deuxième question, quel est son mécanisme? Analyse des constantes de Koutler. Est-ce que c'est une microcytose ou macrocytose, régénérative ou arégénérative? Et la troisième question, quelle est sa cause? Examen complémentaire argumenté. Donc, nous avons 3 situations. Soit anémie microcytaire, qu'on trouve un VGM qui est inférieur à 20, à 80, désolé. Hypochrome, si c'est un CCMH inférieur à 32. Donc, dans ce cas, il faut doser la ferritine. Dans le deuxième cas, nous avons anémie régénérative, taux de réticulocyte qui est supérieur à 120 000 par millimètre cube. Il faut chercher les signes d'hémolyse. Soit troisième situation, anémie non microcytaire à régénératif, c'est une origine centrale. Il faut voir aussi le VGM. Est-ce que nous avons macrocytose ou normocytose? Juste un petit rappel sur les constantes érythrocytaires. Nous avons le VGM qui est calculé avec l'hématocrite x 10 sur le nombre de globules rouges. En général, il est entre 80 90 ou des fois 85 95. Teneur corpusculaire moyen en hémoglobine TCMH qui est calculé hémoglobine x 10 sur le nombre de globules rouges et les chiffres sont entre 27 et 32. Et enfin, CCMH, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui est calculée hémoglobine x 100 sur l'hématocrit, qui est entre 32 et 36. Ces formules ne sont pas indispensables actuellement parce que l'hémogramme, on vous donne généralement ces chiffres. Un petit rappel sur le fer et le métabolisme du fer. Il faut savoir que le fer est stocké au niveau du foie avec un capital de 1500 à 2500 mg en ferritine. Au niveau de foie, nous avons l'hepcidine qui va se transformer en ferroportine.
Donc, concernant le métabolisme du fer, il faut savoir qu'il faut une alimentation entérale équilibrée contient 1 à 2 milligrammes de fer lié à l'âme, donc directement biodisponible, et environ 12 milligrammes de fer non héminique. Et alors, 3 à 4 milligrammes par jour absorbés au niveau de l'estomac et du duodénum. Il faut savoir que le lieu d'absorption, c'est principalement au niveau du duodénum, secondairement au niveau de l'estomac. Le passage du fer dans la circulation se fait via la ferroportine, un transporteur transmembranaire sous le contrôle de l'hepcidine. Voilà, sous le contrôle de l'hepcidine. Une hormone polypeptidique, à son tour sécrétée par le foie, selon les stocks de fer disponibles dans l'organisme. La majorité des stocks de fer sont sous forme de ferritine, pouvant transporter jusqu'à 4500 ions de fer, alors que le transport du fer entre foie et organes est effectué par la transférine. Voilà, par la transférine. Le fer impliqué dans l'érythropoïèse est recyclé dans le système réticulo-endothélial, macrophage de la rate, capturant le fer contenu dans les globules rouges, arrivé enfin au niveau du foie. Un petit rappel concernant l'acide folique qui est le vitamine B9. Le nom chimique, c'est l'acide stéroïl monoglutamate. Les besoins, c'est 200 à 400 microgrammes par jour. Apport alimentaire, surtout légumes verts, frais, thermolabiles, foie, levure, bactéries. Les réserves sont faibles, à peu près 4 mois. Absorption intestinale proximale sous forme d'acide monoglutamate. Les cellules intestinales et le foie. Bon, le foie, c'est le stockage. Arrivons aux vitamines B12, qui est absorbée au niveau de l'ilion distal, il faut savoir ça, en association avec le facteur intrinsèque qui est sécrété par l'estomac. Donc, on trouve une diminution de vitamine B12 en cas de résection iléale et aussi en cas de gastrectomie, au problème au niveau de l'estomac. Anémie macrocytaire carentielle, maladie de Biermer, on va y revenir, mais on va juste vous donner quelques informations. C'est une maladie auto-immune liée à un anticorps antifacteur intrinsèque, on vient de parler. Carence en vitamine, par la suite, on aura une carence en vitamine B12. Épidémiologie prévalence 0,1% de la population générale, 1,9% supérieur à 60 ans. Prédisposition génétique. Pour le diagnostic clinique, nous avons un syndrome anémique d'installation progressive, c'est important de noter ça. C'est une anémie pernicieuse, profonde et bien tolérée, peu de signes fonctionnels et on trouve aussi une pâleur. Pour le syndrome digestif, nous avons une glossite de Hunter, atteinte spécifique de la langue évoluant en 2 phases, inflammatoire atrophique, épigastralgie, dyspepsie, troubles de transit, nausées, vomissements, diarrhée, précède de quelques mois d'anémie. Là, c'est des tableaux récapitulatifs de tous les types d'anémie. Commençons par anémie microcytaire. C'est une pathologie, il faut savoir que l'anémie microcytaire, c'est une pathologie de l'hémoglobinosynthése. Quand vous vous rappelez dans le schéma de l'hémoglobine, il est constitué de l'âme euh, et associé au fer. Donc, si nous n'avons pas le fer, nous n'avons pas d'hémoglobine, synthèse d'hémoglobine. Donc, nous avons le fer qui est abaissé. Il faut chercher la ferritine. Il faut doser la ferritine. Si elle est basse, c'est une carence martiale. Le transporteur transférine qui est augmenté. Si la ferritine est normale ou élevée, il faut chercher des causes inflammatoires. Dans les causes inflammatoires, la transférine, elle est diminuée. Si le fer est normal ou élevé, il faut penser à une dysérythropoïèse, de pathologies de l'hémoglobine comme les thalassémies, porphyrie, saturnisme, intoxication en plomb, déficit en vitamine B1, anémie réfractaire ou sideroplastique.
Donc, avant de chercher une anémie, il faut éliminer une fausse anémie comme en cas d'hypersplénisme, dysglobinémie, apport parentéraux, grossesse et insuffisance cardiaque. Donc là, c'est un tableau qui se répète, il y a des points communs avec le premier tableau. On va pas le refaire. Concernant les anémies sideropéniques, nous avons une carence martiale, soit déficit d'apport régime alimentaire végétarien strict, nourrissant régime lacté, anorexie mentale. Donc, il faut chercher toutes ces informations à l'interrogatoire. Soit un défaut d'absorption, syndrome de Pica. Si vous savez, syndrome de Pica, c'est un patient qui mange des trucs qui sont immangeables, qu'on ne peut pas manger, comme les cheveux, etc. Achlorhydrie, pH-métrie gastrique, atrophie du Graal, biopsie du Graal. Aussi, en cas de saignement, gynécologie, règles abondantes ou stérilées, digestif, cancer, ulcère gastro-duodénal, varices œsophagiennes, hernie hiatale, hémorroïdes, parasitose comme les amibes, aguilulose, ankylostomose et autres. Nous avons ORL, rendu osculaire, les reins, hématurie, bilharziose, syndrome néphrotique, les poumons, syndrome de goutte pasture. Donc, pour résumer, en cas d'anémie inflammatoire, l'hémoglobine est abaissée. Nous avons une anémie, évidemment. VGM, nous avons une microcytose. Le fer sérique est bas. Ferritine, les réserves en fer, la ferritine sont augmentées. L'albumine est diminuée. Euh, c'est par le syndrome inflammatoire. C'est purement inflammatoire. L'albumine est diminuée. La transférine est aussi diminuée. Et la coefficient de transport de la ferritine est diminué ou normal. En cas de anémie par carence martiale, l'hémoglobine est diminuée, VGM diminué, on a microcytose, fer 5 diminué. Dans ce cas, la différence par rapport à l'anémie inflammatoire, les réserves en ferritinine est diminuée, l'albumine est normale parce que nous n'avons pas un syndrome inflammatoire, la transférine est augmentée, le transporteur, et la capacité de transport de la ferritine est augmentée. En cas d'anémie mixte, l'hémoglobine est diminuée, VGM diminué, fer sérique diminué, ferritine est normale ou diminuée, albumine diminuée parce qu'elle est mixte, il y a aussi l'inflammation, transférine est normale ou augmentée, la capacité CTF est normale ou augmentée. Diagnostic d'une anémie régénérative, comme nous l'avons dit bientôt, le taux de réticulocyte est supérieur à 120 000 par millimètre cube. Donc, on va chercher les signes d'hémolyse où nous avons les bilirubines qui est augmentée, LDH qui sont augmentés aussi et l'aptoglobine qui est diminuée. Si les signes d'hémolyse sont négatifs, il faut penser à une hémorragie. Si les signes d'hémolyse sont présents, c'est-à-dire positifs, donc c'est l'hémolyse. L'hémolyse est bien présent. Donc, il faut faire un test de Coombs. S'il est positif, on va poser le diagnostic d'HAI, anémie hémolytique auto-immune, comme LLC et d'autres exemples. Si le Coombs est négatif, il faut faire un frottis de sang. S'il est informatif, donc on trouve une anémie, bon, c'est pas si le test de Coombs est négatif, il faut en compléter aussi avec le test de frottis sanguin. S'il est informatif, anémie hémolytique corpusculaire, comme ceux de membrane Minkowski-Schoffard, hémoglobine, thalassémie et drépanocytose, et enzymes G6PD et pyruvate kinase. Si l'anémie hémolytique est extracorpusculaire, c'est le paludisme mécanique, valve de Starr, toxique et champignons. Donc, pour résumer, hémolyse. Comme c'est positif, HAI directement. Sinon, frottis sanguin, on va voir la morphologie des globules rouges et voir si c'est des anomalies corpusculaires ou extracorpusculaires. Anémie, bon, on va y revenir. En cas d'une anémie ni microcytaire ni régénérative, donc c'est une anémie centrale. Donc il faut bien rappeler, si nous n'avons pas une anémie, elle est ni microcytaire ni régénérative, c'est une anémie centrale.
Il faut toujours éliminer les fausses anémies par hémodilution. Nous l'avons dit bientôt. Éliminer aussi les causes évidentes, comme les gamma-GT qui sont élevés, par exemple, en cas d'alcoolisme. Urécréa, insuffisance rénale. T3, il faut doser le T3, T4, TSH en cas d'hypothyroïdie. Dans ce cas, il faut faire le myélogramme et on dose le vitamine B12 et le folate. Donc, si nous avons une anémie macrocytaire et pas de mégaloblastose, donc il faut coloration de perles. Si elle est anémie réfractaire, érythroblastose 30%, ring sidéroplaste, dystrophie, blast ou promyélocyte supérieur à 10%. Si nous trouvons des mégaloblastes, il faut doser les folates et le vitamine B12. C'est une anémie carentielle en général. Anémie carentielle en B12 en cas de Biermer et Imersland. Anémie carentielle en folate. Anémie carentielle mixte. Mégaloblastose non carentielle en cas de prise de Bactrim. Si le VGM est normal, c'est-à-dire entre 80 et 100, donc on dit anémie normocytaire. Si la moelle osseuse elle est riche, bloquée, c'est une mégaloblastose décapitée, carentielle au 10 hématopoïèse. Si la moelle osseuse est envahie, on va parler de métastase, cellules hématopoïétiques, lymphome, cellules cancéreuses. Si la moelle osseuse est déserte, c'est une érythroblast- érythroblastomie, donc thymus toxique viral et idiopathique. Donc, pour résumer, les causes centrales, nous avons défaut de production. Là, c'est à retenir ces causes, c'est important. Insuffisance rénale, déficit vitaminique B12, B9, prolifération clonale métastasique, fibrose médulaire, envahissement médulaire, myélotoxicité, activation macrophagique, avortement intramédulaire en cas de myélodysplasie, sepsis et inflammatoire. Comme vous voyez, en cas d'anémie macrocytaire, en cas de moelle osseuse riche bloquée, on trouve les mégaloblastoses décapitées. En cas de moelle osseuse envahie, en cas des métastases, cancer par exemple du sein, moelle osseuse déserte, c'est en cas d'aplasie médulaire. Donc voici un résumé avant de finir ce cours d'anémie. Les anémies, nous avons soit réticulocyte supérieur à 2,4%, qui est une anémie régénérative, perte ou destruction accélérée de globules rouges. C'est une perte abondante de sang, c'est une anémie hémorragique, ou pas de perte abondante de sang, c'est par hyperémolyse, soit génétique, soit immunologique, soit infectieuse, soit toxique. Soit le taux de réti entre 0,1 et 2,1%, c'est une anémie régénérative, insuffisance de l'érythropoïèse, soit morphologie des globules rouges on commence avec normal, insuffisance quantitative, destruction de la moelle osseuse ou cancer, soit la morphologie des globules rouges elle est normale, insuffisance qualitative en cas de globules rouges microcytaires et hypochrome, carence en fer, anomalie de synthèse de l'hémoglobine, soit les globules rouges sont macrocytaires ou normochrome, carence en vitamines B12 et B9, anomalie de synthèse de l'ADN. Donc, je vous remercie. C'est Dr Kado Wassila était avec vous à la suite des cours pour préparation résidana et Tlemcen Oro. Donc, à bientôt, Inch'Allah.